Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique. Je suis Blandine Desjean, directrice de l'association Ébulliscience. Notre métier, notre objectif, c'est de faire découvrir et aimer les sciences auprès de tous les publics. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Léger, adjointe à l'éducation de la ville de Lyon, avec qui nous allons parler du rôle des municipalités dans l'éducation et plus particulièrement dans l'éducation aux sciences. Bonjour Stéphanie Léger. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour ce deuxième enregistrement de podcast Ébulliscience. Stéphanie, je vais commencer par une voire même deux questions, puisqu'à Ébulliscience, on adore les questions. Est-ce que tu aimes les sciences et quel était ton rapport aux sciences quand tu étais enfant ? Alors oui, j'aime les sciences. Les sciences d'aujourd'hui ont changé par rapport à celles que j'ai vécu, appréhendé quand j'étais petite. J'aimais beaucoup faire d'expériences, je crois, quand j'étais petite, aussi bien au collège, mais même à l'école primaire. Je me rappelle aussi, je recevais un journal à Strapi où il y avait pas mal d'expérimentations à faire, il me semble, chaque mois. Et puis, je suis devenue assez intéressée. À un moment donné, j'ai été très captivée par ce qu'était la démographie. Alors, c'est une science aussi. J'aimais beaucoup interpréter les chiffres, donc pour comprendre en fait l'évolution de ce que je vivais autour de moi. Et puis, tout ça, ça m'a conduit à passer un bac scientifique. Un bac D qui m'a peut-être pas correspondu, notamment peut-être sur les sciences naturelles que j'ai vécu peut-être un peu à haute dose, puis peut-être la compétition qui était liée à cette Donc je m'en suis un petit peu séparée, mais pas tout à fait, puisque j'ai choisi un cursus de sciences économiques, donc on restait bien dans les sciences. Et puis après, j'ai évolué professionnellement dans le numérique, donc sur quelque chose d'assez technique. Et puis surtout qui, lorsque je me suis impliquée, était très nouveau et représentait presque une révolution scientifique et numérique. Voilà. Oui, donc tu es adjointe à l'éducation de la ville de Lyon. Justement, cette question du parcours, des rencontres qu'on peut faire. Nous, on compte beaucoup à Ébulliscience sur une forme de résilience, ou en tout cas que les adultes qu'on met en face des enfants puissent les marquer suffisamment pour peut-être que ça a une incidence positive sur leur parcours. Est-ce que toi, tu as le souvenir d'adultes, d'enseignantes qui ont été particulièrement marquants et qui t'ont peut-être incité à aller à continuer ces études, justement ? Alors, je crois que j'ai eu la chance d'avoir un enseignant de CP assez incroyable, assez extraordinaire. Je me rappelle également d'un professeur d'histoire ou une prof de français qui m'ont beaucoup marqué. Ce qui m'a intéressé, je pense que ce qui m'ont marqué chez eux, c'est qu'ils me prenaient au sérieux comme petite fille, qu'on était dans un rapport de transmission de savoir, mais il me semblait que cette transmission de savoir, elle passait beaucoup par de l'illustration, elle était empirique. Et surtout, chez cet enseignant de CP, je me rappelle que c'est un enseignant qui nous sortait régulièrement de l'école, qui nous emmenait à l'extérieur de l'école, il nous emmenait sur des marchés, il nous emmenait dans les rues de notre quartier. Et je crois que ça m'a beaucoup marqué dans mon rapport à ce que pouvait être l'école et ce qu'on pouvait proposer à un enfant également. Merci. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et finalement, mais qu'est-ce que ça veut dire être élu à l'éducation de la 3e ville de France ? Alors, effectivement, je suis adjointe à l'éducation depuis juillet 2020. C'était un petit peu inattendu. C'est-à-dire qu'en janvier 2020, on m'a dit « tu seras élue et tu seras adjointe 6 mois plus tard ». Je pense que j'aurais beaucoup souri. En fait, il s'avère que jusqu'alors, j'avais un engagement notamment associatif
bénévole, hein, mais à la Fédération des parents d'élèves, la FCPE. J'avais des responsabilités départementales parce que la question de l'éducation a toujours été très importante chez moi, et pas seulement pour mes enfants, mais pour l'ensemble des enfants. Et donc, voilà, je pense que j'ai été remarquée à ce moment-là. Et donc, voilà, un parti politique m'a proposé de faire campagne. Bon, je me suis dit, ça va durer 3 mois. Et voilà, ça va certainement durer 6 ans, peut-être plus. Donc voilà, non, pas de carrière politique, mais en tout cas, un engagement certain, très sérieux, qui demande un grand sens des responsabilités. Et surtout, pour moi, ça a été la rencontre, je pense, avec des gens qui sont très conscients de ce qu'est le service public. Et pour moi, ça, c'est vraiment, je crois que c'est au-dessus de tout dans ma carrière politique, là, depuis 3 ans. C'est vraiment des gens qui sont au service du bien-être des enfants, de la réussite éducative des enfants, et que ça soit aussi bien chez les agents de la ville de Lyon, mais aussi de tous les acteurs associatifs, institutionnels que je rencontre. Et toutes ces personnes avec lesquelles tu travailles au quotidien, que tu vois travailler au quotidien, ils portent un projet, c'est le projet éducatif de territoire. Est-ce que tu peux nous dire aussi ce qu'il en est? Je pense que beaucoup de gens en entendent parler, mais sans forcément comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière. Alors, le projet éducatif de territoire, donc le projet éducatif de Lyon, c'est la politique publique municipale que notre majorité souhaite mener pendant ce mandat en termes d'éducation. Donc, ça concerne pour une ville, hein, pour une collectivité comme une ville, ça concerne notamment les écoles primaires, les passages de 3 à 11 ans, mais dans le cadre d'un projet éducatif, on peut aller de 0 à 25 ans, c'est le choix que nous avons fait. C'est tous les moyens que nous mettons en œuvre pour travailler cette politique éducative. Et pour moi, surtout, c'est un projet qu'on a voulu travailler dès le début de notre mandat de façon très collective, énormément en concertation, en co-construction. Alors, je sais que ce sont des mots un peu clichés, mais je crois qu'à Lyon, ça n'a pas... c'est vraiment une réalité parce qu'en fait, nous avons partagé des ambitions éducatives. Donc nous nous sommes mis d'accord sur les objectifs, sur qu'est-ce qu'on souhaitait pour les enfants lyonnais, mais surtout, et moi ce qui me semble le plus important, c'est qu'on a partagé des manières de faire, des manières de travailler ensemble, qui se sont construites au cours de cette concertation, de cette co-construction. Et je pense qu'on a créé une dynamique pour que ce projet-là ne soit pas un projet qui s'inscrive juste dans un texte, voilà, qui n'existerait qu'au niveau de la mairie centrale, mais vraiment qui soit, je dirais même pas décliné, mais qui soit animé au niveau des arrondissements, au niveau des quartiers, au niveau des écoles, c'est-à-dire au plus près des besoins des enfants et des familles et de la communauté éducative qui existe autour de ces enfants-là. Donc je pense que c'est pour moi vraiment une façon de travailler, bien sûr en partageant des ambitions qui reposent notamment sur la transition écologique et sociale, c'est lutter tous les jours, quels que soient les projets, contre les inégalités sociales, scolaires, territoriales. Et puis c'est aussi donner à l'enfant les moyens de se construire, d'être, pas seulement devenir, mais d'être tout de suite, enfin d'être le plus rapidement possible un citoyen dans notre belle cité. Lyon. Justement, ça me fait penser, c'était pas forcément une question qu'on avait prévue au départ, mais ça m'est venu là. Souvent, les parents n'ont pas conscience de qui salarie qui est responsable de qui dans une école. Donc on est bien d'accord que l'État, ce sont les enseignants et les enseignantes, mais que tous les autres personnels qui travaillent dans l'école dépendent de la ville de Lyon et donc plus précisément de la direction de l'éducation, c'est ça ? Alors,
Et oui, l'école est un lieu multiple avec des métiers différents, des gens qui travaillent de façon différente, mais ils sont tous autour de l'enfant et je pense qu'ils travaillent tous dans l'intérêt de l'enfant. Et alors effectivement, il y a les enseignants qui dépendent du ministère de l'Éducation. Il y a des personnels qui sont des agents de la ville de Lyon, par exemple les personnels de restauration, les personnels d'entretien, le gardien. Il y a certains animateurs qui peuvent être aussi des personnels ville de Lyon, mais nous avons aussi des accueils de loisirs qui sont gérés par le milieu associatif et notamment le milieu associatif lyonnais d'éducation populaire. Et donc, on a aussi des animateurs qui sont associatifs. Donc, on a différents corps de métiers et différentes institutions, différents acteurs en fait qui cohabitent et qui travaillent ensemble à la ville de Lyon. Et je crois que un des buts, mais aussi une de ces façons de travailler collectivement là, dont je parlais tout à l'heure, c'est de reconnaître à chaque adulte qui encadre l'enfant à un moment donné dans sa journée, son rôle d'éducateur. C'est-à-dire que pour ma part, bien sûr, il y a les enseignants sur le temps scolaire, mais le personnel de restauration ou l'animateur qui est là sur les temps périscolaires ont également un rôle d'éducateur à jouer. Et ils doivent être reconnus comme tels par l'ensemble de la communauté éducative, que ce soit par les enseignants, par les autres acteurs, mais également par les parents. Tout à l'heure, j'ai évoqué un peu un rôle de chef d'orchestre, plus pour essayer, je te vois comme quelqu'un qui essaye de créer une musicalité, en fait, dans ces lieux, ces institutions que sont les écoles. Qu'est-ce qui, justement, dans le fait de faire travailler toutes ces personnes ensemble, toute cette communauté éducative, donc même tout ce qu'il y a en dehors de l'école, qu'est-ce qui te semble difficile, et plus particulièrement difficile, et qu'est-ce qui te tient plus particulièrement à cœur aussi? En fait, on est vraiment tous là pour travailler pour les enfants. Alors moi, il y a un mot que je recherche pas tellement, c'est le mot réussite scolaire. Je suis pas une fanat de ce mot-là, je préférerais presque le mot réussite éducative. Mais aujourd'hui, même le mot réussite a une telle connotation, notamment de compétition, de concurrence. En fait, j'espère qu'on est vraiment là pour tous travailler pour l'épanouissement de l'enfant et sa construction. Et je crois, ou en tout cas, son devenir, l'enfant, voilà. Et c'est ce qui est difficile, c'est-à-dire que tout le monde, chacun, je pense, est conscient de ça, de son rôle, de sa responsabilité, mais de travailler ensemble n'est pas forcément évident. D'une part avec l'Éducation nationale, qui est un partenaire essentiel, mais particulier, qui a un fonctionnement en plus national. Et puis, il y a les associations d'éducation populaire qui ont une vraie histoire, je dirais même une vraie expertise éducative. Et c'est faire rencontrer ces mondes-là, ces conceptions-là qui est pas toujours évidente. Et puis bien sûr, il y a un acteur primordial que sont les parents, les familles, avec des conceptions, des rapports à l'école qui peuvent être très hétérogènes. Donc en fait, c'est quelle place pour chacun et surtout quelle dynamique et quel rôle pour chacun. Et surtout, je reviens très souvent dessus parce que pour moi, c'est s'il n'y a pas la reconnaissance de chacun, s'il n'y a pas ce respect au rôle de chacun, ça ne peut pas fonctionner. La dynamique ne peut pas fonctionner. Et justement, toi, quand et comment as-tu connu Ebulliscience ? Alors, je suis une maman. Aussi. Et j'ai découvert Ebulliscience à l'occasion d'un accueil de loisirs pendant les vacances. Ce qui me fait dire quand même, je reviens sur une de tes premières questions, Blandine, quel rapport à la science ? J'ai pas choisi Ebulliscience parce que j'avais besoin de caser mes enfants. Mode de garde. Voilà, c'est ça. Je crois que j'ai choisi Ebulliscience pour le mot science aussi. Oui, pour moi, c'était important que mes enfants viennent et
pratique des activités en relation avec la science. On regarde souvent les activités culturelles, les activités sportives, voilà. Mais pour moi, c'était vraiment important que mes enfants touchent du doigt aussi ce qui fait partie d'une culture générale pour moi. Voilà, donc ça a été ma première expérience et de mémoire, ils y sont allés pendant 2-3 années, régulièrement, petites vacances et grandes vacances estivales, il me semble. Et si on devait t'interroger, te demander quelles sont les spécificités de la pédagogie Made in Ébulliscience, qu'est-ce que tu dirais ? J'aime beaucoup l'image que les enfants touchent du doigt la science. Et j'aime bien cette image parce qu'en fait, pour moi, il y a vraiment cette question du toucher, de la question de quelque chose de manuel. Très clairement, je l'ai un peu vendu comme ça à mes enfants au départ. Je leur dis mais non, ça va pas être, vous inquiétez pas, ça va pas être un tableau avec des formules. Pour moi, c'était en tout cas la conception que j'avais à travers en tant que maman et aujourd'hui en tant qu'adjointe, c'est que les enfants manipulent, testent, s'interrogent. Il y a quand même toute une démarche scientifique, toute une démarche de chercheurs, de chercheuses, d'investigation scientifique qu'on voit en œuvre chez Ébulliscience, avec on a un problème, et on va poser des questions et puis ensuite on va émettre des hypothèses, on va rentrer dans un processus, on va faire appel à ses connaissances générales pour apporter des solutions. Et ça, moi, je l'ai vraiment senti d'abord chez mes enfants et surtout maintenant en tant qu'adjointe dans les projets qu'on mène avec Ébulliscience, quels que soient les temps, quels que soient les enfants. Donc pour moi, c'est vraiment cette démarche d'investigation qui me semble vraiment intéressant. Et puis, à travers ça, il y a aussi le fait que, on parle de culture scientifique à des enfants. Non seulement ils touchent, ils manipulent, etc., mais on leur parle un discours scientifique, et pour moi c'est important car il fait partie de la culture, la culture scientifique et technologique fait partie de la culture générale, et c'est aussi de leur dire que aujourd'hui, c'est un bagage pour eux, mais c'est un bagage pour qu'ils comprennent ce qui se passe dans la société. On a une société qui est quand même très technique, technologique. Et assez paradoxalement, on remet en cause les discours scientifiques qui existent. On l'a vu pendant la crise Covid avec le discours médical. On le voit énormément dans la crise climatique environnementale avec la remise en cause de scientifiques par milliers comme ceux du GIEC. Eh bien, pour moi, c'est aussi le rôle d'Ébulliscience de replacer la parole scientifique comme une vérité et une façon de pouvoir comprendre aujourd'hui le monde et notamment les enjeux de notre société. Donc c'est ce que je pense que Ébulliscience porte, au-delà même de la démocratisation de son rôle de médiateur scientifique. Il y a aussi cette question de pouvoir rendre accessibles les enjeux de notre société actuelle. Oui, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, quand on préparait ce podcast, pour nous, à Ébulliscience, évidemment, c'est un accès à la culture scientifique, aux sciences, mais on utilise aussi les sciences comme un levier pour bien d'autres choses, notamment le développement de l'esprit critique. Et puis des fois aussi parce que notre pédagogie est basée, tu l'as très bien dit, sur la manipulation, sur l'expérimentation. Je me souviens de Philippe Mérieux qui redisait l'importance de construire, de faire avec ses mains. On l'utilise aussi au service de choses qui peuvent paraître très simples, mais qui sont très importantes pour nous, notamment des projets qu'on peut mettre en place dans les quartiers prioritaires, c'est-à-dire avoir un autre rapport à l'enfant comme une personne, et quels que soient les temps, le temps scolaire, mais aussi le temps extrascolaire ou périscolaire. Et justement, il me venait tout à l'heure l'expérimentation qu'on met en place avec le centre social Gisèle Halimi et une école de quartier prioritaire, l'école Giono. Toi, comment tu vis cette expérience, cette expérimentation, et quelle importance ça peut avoir dans le cadre de la politique publique que tu essayes de déployer au niveau de Lyon, et peut-être plus particulièrement dans les quartiers prioritaires? Le temps périscolaire tel que, en tout cas
l'expérimentation que nous avons menée dans cette école de Lyon 8e, donc avec Ébulliscience, avec le centre social Gisèle Halimi, avait vraiment pour objectif de construire, de proposer quelque chose, des activités de qualité sur un temps du soir, une fois que l'enfant a fini en fait cette période d'apprentissage qu'est le temps scolaire. Et pour moi, il est important qu'aujourd'hui, le temps périscolaire soit reconnu comme un levier du projet éducatif tel qu'on en a parlé tout à l'heure, donc comme un temps éducatif. Et donc, le contenu et la qualité de ce contenu, des activités qu'on propose, est primordial. Et notamment dans ces quartiers-là où, il n'y a pas forcément toujours de l'intérêt ou du recours à ces temps périscolaires qui ne doivent pas être vécus comme une garderie, mais vraiment comme un temps qui va s'adapter à l'enfant, parce que je reconnais qu'on est en fin de journée, donc l'enfant a une disponibilité qui n'est pas la même. Donc on va s'adapter aux besoins de l'enfant, mais tout en ayant une sorte de promesse de lui apporter quelque chose et de participer à ce qui est de son éducation avec un grand E majuscule. Et je crois que les enfants en quartier prioritaire ou dans les écoles REP, REP+, ont encore plus besoin de ces temps-là, parce que pour eux, c'est aussi l'occasion... et notamment pour les enfants dans les plus grandes difficultés scolaires, de peut-être de réussir quelque chose, où on ne fait pas appel à des choses académiques, mais à d'autres sens, à d'autres connaissances. Et je pense que ça peut être un vecteur de très grande confiance en soi, ou en tout cas de rapport à ce qu'on apprend, aux apprentissages, qui peut être vraiment intéressante pour ces enfants-là. Pour moi, c'est vraiment des temps éducatifs différents. Ça peut être des lieux éducatifs différents, ce qu'on vit par exemple avec les classes sciences d'Ébulliscience, c'est-à-dire qu'on sort l'enfant d'un environnement classique, académique, pour le placer dans d'autres circonstances, avec du matériel à disposition, et je pense que des enfants en grande difficulté, mais tous les enfants, mais particulièrement les enfants en plus grande difficulté, ça peut être aussi une façon de ne pas les laisser dans cette stigmatisation qui pèse un peu sur leurs jeunes épaules, et de leur dire mais si, ça vous pouvez y arriver, parce que on ne vous regardera pas, on ne vous jugera pas, on ne vous notera pas, on ne vous évaluera pas de la même façon. Et je crois que c'est en cela que la culture scientifique et la médiation scientifique que porte Ébulliscience prouve son efficacité, notamment dans les quartiers prioritaires, et qu'elle doit être justement renforcée. Alors on le fait à travers le PRE, la cité éducative, dans le cadre de la politique de la ville, mais c'est vraiment pour moi un vecteur, un levier alors appelons ça la réussite éducative de ces enfants. Et leur émancipation peut-être, j'entends. Et leur émancipation, tout à fait. Que tu disais. Alors justement, on me dit dans l'oreillette que dans le 8e arrondissement de Lyon, il y a une école qui se construit, ou qui va se construire, et que peut-être il y a une place pour Ébulliscience ou d'autres acteurs culturels d'ailleurs. Eh bien, Ébulliscience avait à Lyon des locaux dans une école, et puis cette école, nous l'avons détruite parce qu'elle était en très mauvais état. Donc, nous avons relogé Ébulliscience dans une autre partie de Lyon, celle où nous sommes aujourd'hui dans le 5e arrondissement. Et lorsqu'on a décidé de reconstruire l'école du 8e, il nous a semblé très important d'offrir des conditions d'accueil à l'association Ébulliscience. Donc moi, je suis très contente parce qu'il y aura 2 lieux pérennes pour Ébulliscience dans Lyon, pratiquement aux 2 extrémités, ce qui permettront quand même, ces 2 lieux permettront aux enfants, un projet moi qui me tient particulièrement à cœur, c'est les classes sciences, ces classes qui sont quand même plébiscitées
validé par la communauté enseignante et par les enfants. Donc, on aura l'occasion de pratiquer à 2 endroits cette pédagogie, ces activités. Et je pense que c'est vraiment un atout pour les enfants lyonnais. Donc moi, je suis très contente de cette perspective pour nous. Et puis, j'ai dit que tu étais une chef d'orchestre avec le conservatoire. Absolument. Donc, la métaphore avec la musique continue. Et c'est intéressant. On a aussi parlé ce matin avec Benoît Urgeli, enseignant-chercheur de l'hybridation. Et il me semble que aussi mettre des acteurs qui ne semblent pas forcément évidents ensemble. On parlait de la communauté éducative. Ça peut apporter beaucoup. Et on est aussi dans ce champ qu'intéresse Benoît de l'éducation formelle et informelle. Et que c'est peut-être dans cette hybridation que les solutions peuvent venir, quels que soient les publics d'ailleurs. Oui, complètement. Alors, le Conservatoire régional de Lyon est un acteur important pour nous en termes d'éducation artistique et culturelle. Ils interviennent de façon différente de Ébulliscience, mais ils sont également très proches comme ça des projets d'école, et que ça soit sur le temps scolaire ou périscolaire. Mais c'est vrai que d'avoir ces 2 acteurs éducatifs vraiment importants au sein du même bâtiment, avec des locaux distincts, spécifiques, adaptés en plus à l'exercice de leurs activités, ça va être un vrai atout, notamment pour les enfants du 8e et même de plus loin, quoi. Oui. Et je crois que le conservatoire s'est un peu inspiré de ce que fait Ébulliscience à travers ses classes sciences, et imagine aussi des propositions, des formules qui permettraient de faire classe musique sur une ou plusieurs journées comme ça, pour être vraiment immergé dans la musique. Dans le faire. Exactement, avec la pratique, la rencontre avec l'œuvre, avec l'artiste éventuellement, et effectivement, et la pratique. Merci beaucoup Stéphanie, on arrive sur la fin de cet enregistrement et on avait une petite question... Une petite dernière question, en tout cas dernière question pour le podcast, et c'est quelles sont d'ailleurs tes expériences préférées à Ébulliscience, ou ton expérience préférée à Ébulliscience? Alors, je vais être un peu exhaustive, j'en ai 3. D'abord, celles qu'ont pratiquées mes enfants, parce qu'elles ont été l'objet, ne serait-ce que de discussions le soir. Et puis, moi, j'ai eu la chance de pouvoir venir à des restitutions à la fin du stage le vendredi. Il y a le volcan, où on construit un volcan. Enfin, les enfants fabriquent un volcan avec la lave qui remonte. J'ai toujours trouvé ça assez incroyable, parce que je pense qu'ils se sont vraiment rendus compte d'où ça venait, voilà. C'est peut-être une forme de jalousie de ne pas l'avoir construit toi-même. C'est un peu ça. Alors, j'ai essayé à m'aventurer, mais j'y suis pas arrivée. Il y a eu la première voiture électrique que j'ai eue aussi à la maison. Alors ça a été... Elle est toujours exposée d'ailleurs, donc je crois que ça a été... je sais pas si ça m'a donné encore plus de vocation à me diriger vers les luttes environnementales. Et puis, il y a dernièrement, on m'a fait faire une expérience... le Bocalodrome. Alors, je vais expliquer ce que c'était. En fait, sur un dispositif en bois, on fait rouler des bocaux dans lesquels il y a différents types de matières dedans, du sable, etc. Et alors, en fait, ça m'a fascinée. Parce que suivant ce qu'il y a à l'intérieur, ça descend plus ou moins vite. Et alors, en fait, je pense que j'ai toujours pas compris. Donc, je crois que ça... Non, j'ai compris, mais j'ai trouvé ça assez fascinant par la démonstration, en fait, c'était tellement parlant et ça interroge tellement que, voilà, pour moi, c'était vraiment l'illustration parfaite du travail qu'Ébulliscience mène au quotidien. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci pour tout. Et puis, voilà, peut-être juste pour finir, tu as choisi cette expérience, c'est très intéressant parce que c'était l'expérience préférée d'Henri Latreille, qui a créé Ébulliscience. Benoît Urgeli en a parlé ce matin dans l'enregistrement qu'on a fait. Il se trouve que c'est une des expériences où, justement, sur la question du sable, la recherche est toujours en cours. Et donc, c'est très intéressant aussi parce que c'est aussi ce qu'on essaye d'amener aux enfants, c'est que la recherche se fait toujours et on cherche
des réponses aux questions. Elles ne sont pas toujours évidentes, pas toujours intuitives. Ça va être très contre-intuitif. Et en tout cas, que ce qui compte pour les enfants qu'on reçoit, c'est que ça leur ouvre le champ et qu'ils se prennent plaisir à ces découvertes et à ces questionnements. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Blandine. Merci encore à Stéphanie Léger pour cet échange passionnant. Nous espérons que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique.